Merci à tous, merci d'être là en ce samedi au Maghreb des livres. Nous allons démarrer en fait un échange autour de la question migratoire. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous savez à quel point la question des migrations est en train de fracturer l'Europe, voire le monde. Et l'idée aujourd'hui était justement de prendre quelques minutes pour pouvoir se poser un instant sur les enjeux de ce qu'on appelle la crise migratoire, qui serait potentiellement plus une crise de l'accueil, tout du moins du côté européen. Et pour ça, en fait, nous avons la chance d'être bien entourés aujourd'hui. Alors, je vais quand même, avant de présenter mes invités, vous rappeler quelques chiffres. La crise migratoire, enfin, du moins l'arrivée d'un flux de migrants n'a pas commencé en 2015 sur le territoire européen. Toutefois, depuis, on a quand même pu noter que 17 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014, ce qui en fait la route la plus meurtrière du monde. Qu'à l'époque, on se souvient peut-être de 2015, je ne sais pas si vous vous en souvenez, certainement, que plus d'1 million de réfugiés, enfin plus d'1 million de migrants sont arrivés en Europe cette année-là, dont 50% de Syriens. La plupart ont été accueillis notamment par nos voisins allemands. Et de fait, aujourd'hui, les arrivées continuent, même si elles ont été largement taries, puisqu'en en Europe, on compte 170 000 arrivées en 2017 et cette année, l'année dernière, en 2018, 115 000. Pourquoi vous rappeler ces quelques chiffres ? C'est pour vous montrer à quel point en fait, cette question est avant tout aussi une instrumentalisation politique. On voit à quel point en Europe, depuis maintenant quelques années, cette question a fracturé, cristallisé les fractures autour des questions de valeur, et à quel point aujourd'hui, à l'aube des élections européennes qui vont se tenir en mai prochain, elle devient fondamentalement en fait une source de crise diplomatique, et on le voit encore cette semaine entre l'Italie et la France. Allez, trêve de blabla, je vais présenter mes invités. Isabelle Coutan, bonjour, vous êtes sociologue. Alors, vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous avez signé, j'attrape ma tablette parce que je l'ai dessus, les migrants en bas de chez moi, en bas de chez soi, pardon. C'est ça en fait qui est surtout intéressant, c'est que ça s'est passé en bas de chez vous et que c'est arrivé en fait dans le quartier de la Chapelle, dans le 18e arrondissement, donc c'était Jardin des Halles, etc. Non, c'est le point de départ de l'histoire, ouais. Oui, mais c'est effectivement en plein cœur de la crise migratoire de 2015. Donc il y avait des campements, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous le métro La Chapelle au départ, et pendant 2 mois, c'était essentiellement des Soudanais, des Érythréens. Essentiellement des hommes, et qui étaient évacués parfois de manière extrêmement brutale par les forces de police des campements de rue. Et à un moment donné, ils ont occupé un bâtiment, un ancien lycée désaffecté dans le 19e arrondissement, dans le quartier de la Place des Fêtes à Paris, au-dessus de Belleville. Et là, la ville de Paris, à ce moment-là, a toléré l'occupation. Donc ça a été un squat autorisé d'une certaine manière, qui a fonctionné en autogestion. Et en face du collège de votre fils. En face du collège. Et donc du coup, c'est d'abord en tant qu'habitante que j'ai vécu cet événement, et comme je suis sociologue de métier spécialisée sur les quartiers populaires, j'ai aussi décidé d'en faire un objet de recherche. Donc c'est un livre un peu particulier qui est un livre de sociologie, mais avec une dimension assez personnelle et un récit de cet événement et de ce que ça a produit dans le quartier. Je me suis dit que j'avais un peu comme une situation quasi expérimentale de ce qui était en train d'arriver en Europe, puisqu'à l'échelle du quartier, donc ils étaient 150 au départ. Au bout de 2 mois, ils étaient 800. Et puis, le jour de l'évacuation, 3 mois après, il y a quand même eu évacuation pour des raisons d'insécurité et d'insalubrité. Ils étaient 1400. Donc, à l'échelle d'un petit quartier, ça avait vraiment valeur de grande histoire. Donc, c'est ça que j'ai étudié, la rencontre entre eux et nous. Voilà, et c'est surtout ce qui en fait un objet effectivement assez particulier entre la sociologie et le récit, presque journalistique. Et donc, ce qui est assez intéressant, justement, c'est ce croisement entre la grande histoire qui est en train de s'écrire et la plus petite, entre guillemets, à hauteur de quartier. Alors, à côté de vous, Assaf Dada, vous êtes géographe, vous êtes chargé de recherche au CNRS, et vous avez alors dirigé ce livre ? Co-dirigé. Exil syrien, parcours et ancrage, donc Liban, Turquie, Europe, édition Le Passager clandestin. Et là, pareil, vous revenez aussi beaucoup sur des récits. Oui, l'objectif en fait de cette collection Bibliothèque des frontières, qui est née en fait de la collaboration entre Le Passager clandestin et le programme de recherche Babels. Donc l'objectif de ces petits ouvrages, c'est un peu en format 128, c'est-à-dire
avoir une rédaction fluide, abordable, puisque l'objectif c'est dans le cadre politique que vous avez mentionné tout à l'heure, d'avoir des chercheurs qui puissent proposer des travaux à la population et que ça soit abordable et compréhensible pour tout le monde sans rentrer dans du jargon conceptuel. Et qu'on puisse déconstruire aussi beaucoup de croyances, quoi. Alors déconstruire beaucoup de croyances et puis aussi un petit peu faire un pas de côté et changer un petit peu le point de vue, puisqu'il y a beaucoup de récits qui sont déjà à hauteur d'homme, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui racontent leurs propres expériences d'exil. Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent au Liban notamment. Et donc ça permet aussi un petit peu de sortir de son ethnocentrisme franco-européen ou franco-français pour comprendre les situations ailleurs. Ce qui permet aussi de déconstruire cette crise de la migratoire qu'il y aurait en Europe. Puisque au Liban, ils sont sur 4,5 millions d'habitants, il y a près de 1 million de Syriens, c'est ça ? Il y a à peu près 1 million de Syriens enregistrés, ouais. Mais après, il y a plusieurs dizaines de milliers qui ne le sont pas. Et puis il y a aussi les populations palestiniennes qui sont là avant. Donc ça fait... on est plutôt aux alentours d'1,5 million, 1,7 million d'exilés, parce que dire réfugiés, en fait, c'est une question statutaire. Là, il n'y a pas que des statutaires, puisque le Liban n'est pas signataire de la Convention de Genève. Et donc là, effectivement, on peut véritablement parler de crise migratoire dans le cas du Liban, ce qui n'est pas forcément donc, le cas de l'Europe. Crise migratoire et crise de l'accueil aussi, en l'occurrence. Alors, Jean-Paul Marie, en dérivant avec Ulysse. Alors Jean-Paul, donc grand reporter, écrivain, lauréat du prix Albert Londres. Ça revient en fait, c'est un peu une tribulation de Jean-Paul Marie dans l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est assez intéressant à lire parce qu'en fait, on se retrouve un petit peu catapulté entre cette Europe d'hier qui était déjà fracturée finalement, et cette Europe d'aujourd'hui qui se fracture encore et encore. Mais tout ceci, tu égrènes aussi par ailleurs tous ces reportages que tu as pu faire. Donc pareil, on passe par Beyrouth, on passe par la Grèce, et au gré de ces rencontres, en fait, on se rend compte que d'un côté à l'autre de la Méditerranée, finalement, tout ça n'est qu'une affaire d'inégalité, beaucoup, sachant qu'en plus, j'ajoute que tu as réalisé Les migrants ne savent pas nager, qui a été le premier documentaire qui a été fait donc, sur l'Aquarius, et c'était il y a déjà 2 ans et demi presque. C'est ça ? C'est ça. Oui, et entre-temps, on sait ce qui lui est arrivé. Pourquoi ce livre ? Bon, j'avais écrit Les bateaux ivres, qui était un livre sur l'épopée des migrants en Méditerranée. Et sachant qu'ils venaient à peu près de tous les endroits, d'Irak, d'Afghanistan ou d'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs, jusqu'en Libye. Donc j'avais raconté ça avant l'Aquarius, qui était déjà une volonté de dire que les migrants, ce n'était pas un produit standard, mais que chacun avait une histoire, que chacun avait une épopée qui était souvent un calvaire, et que chacun venait d'un endroit qui avait des raisons pour en être parti, que ce n'étaient pas forcément les mêmes que les autres. Parce que dire les migrants, c'est toujours le même problème, c'est parler d'un produit, une espèce de produit standard. Non, un migrant, ce n'est pas un produit standard, c'est un homme, c'est une femme, et chacun a son histoire. Donc ça, c'était pour le livre qui a précédé. Et puis effectivement, il y a eu ce mois sur l'Aquarius, la première mission du bateau qui n'était pas connue. Donc on a essayé de raconter ce que c'était, et puis on a essayé de voir, d'être sur l'eau, c'est-à-dire le point qui nous manquait dans le parcours migratoire. Pardon. Et puis j'avais envie depuis très longtemps de fouiller la Méditerranée. Parce que quand on fait... et donc de refaire, j'avais envie de refaire le voyage d'Ulysse dans chaque étape, tout l'itinéraire du voyage d'Ulysse. Alors évidemment, elles vont répondre. Mais évidemment, le texte d'Homère et le voyage d'Ulysse est un mythe, mais c'est vraiment un très grand mythe. Donc le texte d'Homère est d'une richesse incroyable. Et il nous parle d'un monde méditerranéen d'il y a 3000 ans. Et moi, ce monde, je l'ai parcouru aujourd'hui. Enfin, grosso modo, ça part de la Troie de Turc, la Grèce, l'Afrique, les îles italiennes, etc. Et j'avais envie de fouiller la Méditerranée que je croyais
bien connaître, avec le texte d'Homère dans la poche, qui en fait m'a permis de voir des choses qu'on ne voit pas si on ne fait simplement qu'un voyage, qu'un récit qui s'apparenterait à un reportage. Donc ça, c'était l'idée du voyage d'Ulysse. Et puis j'avais aussi envie de comprendre le mystère de la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, c'est un mystère. Enfin, en tout cas pour moi. En tout cas, c'était un mystère jusqu'à ce que j'ai terminé le livre. Et le mystère est celui-ci. Comment la Méditerranée peut être à la fois ce monde de lumière, cette qualité de bleu, cet endroit de jouissance, d'hédonisme, d'intelligence et de culture, où au fond de l'eau, on trouve des amphores, des choses comme ça. Et en même temps, alors que j'ai couvert quelques guerres en Méditerranée aussi, aujourd'hui, cette Méditerranée peut être obscure, cruelle, froide. Et le fond de la mer, il y a moins d'amphores, mais il y a beaucoup plus de migrants qui ont transformé ce fond de la mer en un cimetière collectif. Comment la Méditerranée peut être à la fois cruelle, obscure et lumineuse. Donc c'était un des thèmes. On reviendra. Mais on y reviendra, effectivement. Alors, à côté de vous, Ali Ben Saad, vous êtes géographe aussi, également, professeur des universités. Vous enseignez à l'Institut français de géopolitique de Paris, qui est rattaché à l'Université Paris 8. Et vous travaillez justement sur l'idée de décentrer les regards et d'aller voir en fait les migrants, mais de l'autre côté encore de la Méditerranée, côté rive sud, parce que les migrations ne concernent pas forcément que le continent européen, même s'il y a une forme d'ethnocentrisme ici qui fait que c'est notre seule manière peut-être d'en parler, mais les premières vagues sont plutôt déjà en Afrique et on sait à quel point, notamment le Maghreb ou la Libye, sont déjà des enfers pour les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est bien ça ? Alors, effectivement, moi, je crois que c'est un sujet que j'ai choisi volontairement, d'abord par rapport à des enjeux maghrébins, ensuite aussi par rapport à des enjeux plus largement méditerranéens et disons européens. D'abord parce qu'il y a ce fantasme qui remonte à plus de 20 ans. En fait, chaque période produit son barbare, et le nouveau barbare, c'est le barbare africain. Et moi, connaissant le Sahara, me baladant assez dans le Sahara, je ne travaillais pas initialement sur la question migratoire. Je suis de formation climatologue avant de faire de la géographie. Je travaillais sur les questions d'eau. Et j'ai été, si je peux dire, pris par cette réalité que je ne l'attendais pas de rencontrer, à savoir ce profond mouvement migratoire qui traversait tout le Sahara, etc. Et du coup, mon idée, un peu de travailler sur cette question-là, c'était à la fois de déconstruire l'idée que cette année qui a eu tout l'apanage, vous connaissez très bien ce bouquin, qui a eu les éloges du président de la République, le prix de l'Académie française, le prix du livre géopolitique du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle « Ruée vers l'Europe » et qui nous montre, en gros, que l'Europe va être africanisée en 30 ans. Etc. Alors bon, je ne vais pas revenir sur des chiffres qui ne sont pas les miens, mais quand même, on sait très bien que les Africains, ce sont ceux qui migrent le moins à travers le monde, et que surtout que l'essentiel, les 70%, sont dans l'Afrique subsaharienne, et même que dans les autres 30%, très peu vont en Afrique, et le Maghreb et la Méditerranée, enfin, et le monde arabe de façon générale, en est une des destinations privilégiées. L'autre idée que j'avais envie de déconstruire, c'est ce déni aussi des pays maghrébins de leur statut de pays d'immigration. Et on va trouver, en fait, si je peux dire, cette complicité dans la construction de migrants destinés à envahir l'Europe, qui, en Europe, va servir, si je peux dire, à légitimer a posteriori l'enfermement, mais qui aussi, au Maghreb, va à la fois, si je peux dire, trouver un bouc émissaire à la culpabilité de leurs propres émigrants. Tout ça parce que quelques migrants africains sont apparus dans les traversées. Je peux donner des chiffres. Vous savez, entre 2000 et 2006, quand les traversées se faisaient par le détroit de Gibraltar, les Marocains à eux seuls étaient 11 fois plus nombreux que tous les migrants africains réunis. Et d'ailleurs, il faut se dire pourquoi, en fait, on n'a vu que ces Africains. C'est aussi comment, en fait, se construisent les choses. Et puis, parce que aussi les pays maghrébins voulaient
en fait se dispenser d'apporter les réponses sociales et juridiques à une migration qui, j'en parlerai, elle remonte à 60 ans et plus, c'est-à-dire avant même qu'il y ait les traversées clandestines. Beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais moi je l'ai pratiqué. Jusqu'en 88, on n'avait pas besoin de visa pour venir en France. Et ces Africains-là n'avaient pas à aller s'emmerder au Maghreb si vraiment ils voulaient venir en France. C'est qu'il y avait une réelle dynamique interne, etc., etc. Et ça, les pays maghrébins aussi ne voulaient pas en entendre parler. Et aussi parce que c'était une occasion de légitimer une nouvelle posture géographique, une rente de protection de l'Europe qui va les faire rentrer dans d'autres transactions. C'est ce qui fait que Kadhafi est devenu notre ami à un moment donné. Oui, parce qu'on lui a délégué en fait Voilà. la gestion des frontières extérieures. Et puis surtout, ce qui m'intéressait en fait, c'était l'effet sur des sociétés qui ont été travaillées par des décennies d'enfermement entre soi, de monolithisme, de chasse, si je peux dire, à l'altérité, etc., et dont on a évacué toute dimension cosmopolite. Au Maghreb, on est musulman, sunnite dans l'islam, malékite dans le sunnisme, etc. Et voilà que la réalité du monde, ce cosmopolitisme qu'on a tenté à toute force de chasser par la porte, il est revenu par la fenêtre. Et ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est que ça déstabilise des sociétés dans leur confort victimaire. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai dérouté complètement tout mon travail donc, sur cette migration-là. Alors, on va y revenir. Je voudrais déjà revenir, pour démarrer notre échange, sur quelqu'un que je n'ai pas pourtant l'habitude de citer, qui est le pape François, qui, après avoir été désigné à Rome, je ne sais plus en quelle année c'était, sa première visite a été pour l'île de Lampedusa. Et à l'époque, pour le coup, moi, je me souviens très bien de cette image où il avait en fait décidé de laver en fait les pieds de migrants, donc d'exilés qui étaient arrivés sur l'île de Lampedusa. Et son premier discours, il avait eu des mots très forts en disant que la Méditerranée était en train de devenir un cimetière. Alors, est-ce qu'on peut rembobiner un peu, peut-être Isabelle Coutan ou Assaf Dada, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Et vous, peut-être en bas de chez vous, comment on a pu arriver aujourd'hui à se dire que la Méditerranée est un cimetière ? Et avant, le Sahara était un cimetière avant même que la première fois. Alors, attrapez le micro, Alice, s'il vous plaît. Justement, ce qui m'a fait dérouter de mon travail, arrivant à Agadez, j'apprends qu'il y a un camion qui a disparu et on arrive à retrouver que 26 migrants alors qu'il y en avait 150. C'était quand ça ? C'était en 2000 exactement, octobre 2000. Voilà. Et donc, en fait, le plus grand cimetière, parce que là, on ne sait pas qui part. Et on n'arrive pas à retrouver, on ne peut pas faire de recherche. Je suppose que le plus grand des cimetières est au Sahara, et plus que cela, les refouler, parce que qu'est-ce qu'ils font les pays maghrébins ? Ils refoulent les gens au Sahara et les laissent, et ils organisent leur propre cimetière. J'ai des photos de cimetières, mais cela fait par les hommes au Sahara, et peut-être qu'il y a plus de morts au Sahara qu'en Méditerranée. Sachant qu'en plus, en ce moment, l'Algérie a pour mauvaise habitude de mettre des migrants dans des camions et ils le mettent à la frontière. De Foucault, les enfermer dehors. C'est-à-dire qu'en fait, ils les jettent au-delà de leur frontière, de la frontière algérienne, pour se laver les mains, et puis les gens gèrent leur misère comme ils peuvent. Alors, Assaf Dada, je vous en prie. Rapidement, en fait, ce que mentionnait tout à l'heure Ali Ben Saad sur le fait que l'exemple algérien et l'absence de visa nécessaire pour venir en France, je pense qu'on est dans un monde où on a une juridicisation de la migration et une criminalisation de la migration qui font que l'Europe, comme les États-Unis avec l'Amérique du Sud, ou en ce moment aussi ce qui se passe en Asie, c'est-à-dire la construction de murs symboliques, la construction de murs juridiques, font que les personnes qui veulent bouger sont obligées quand elles ne peuvent plus accéder à des voies légales, qui sont souvent coûteuses, parce qu'obtenir un visa, ça coûte de l'argent, juste en faire la démarche d'ailleurs, parce qu'on peut se le voir refuser.
avoir le motif suffisant, nécessaire, valable pour pouvoir postuler à la migration est devenu compliqué. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la migration est devenue aussi un phénomène parallèle à ces voies légales qui se rétrécissent. Et donc, les personnes se retrouvent à risquer leur vie. Donc, on se retrouve d'un côté avec... Y compris pour des gens qui sont légitimes, par exemple, à demander un statut de protection. Y compris pour des gens qui peuvent demander un statut de protection, bien sûr. Les Afghans, c'est quand même clair. Hein, l'Allemagne les déboute alors que c'est un pays qui est toujours en guerre. La France renvoie des gens dans des pays en guerre ou des personnes qui sont persécutées ou non pour leur sexualité ou d'autres. Et puis... ce qui fait que donc on a des voies parallèles et les personnes prennent des risques pour bouger, ce qui n'existait pas ou très peu avant. Donc la mort en migration est devenue un phénomène généralisé. Alors d'un côté, on a ce discours soi-disant de chasse aux passeurs et aux mafias, mais la criminalisation et la juridisation créent des réseaux parallèles très fructueux pour ceux qui les développent. Et donc, on est dans une politique complètement schizophrénique par rapport à ça. Et donc, les gens meurent en migration à cause des politiques, notamment européennes. Mmh. Jean-Paul Marie, on a aussi délégué la gestion de nos frontières extérieures aux pays qui sont autour de la Méditerranée. Alors, c'était historiquement la Libye et le colonel Kadhafi qui gérait ça. Ça a été les Tunisiens aussi beaucoup. Est-ce que cette délégation, entre guillemets, a aussi conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui? Oui, mais je crois qu'il faut se poser la question de savoir d'où vient cette délégation. Moi, j'ai commencé à travailler sur les migrants en 1988 avec les Boat People, et on a commencé à faire des reportages ici ou là, parce que c'est des histoires extraordinaires, et puis on s'est aperçu que ces reportages devenaient plus fréquents, parce qu'on s'est aperçu que c'était un phénomène. Effectivement, ça vient à peu près de l'Irak, de l'Afghanistan, de Syrie ensuite, mais il y a aussi le Maroc, effectivement. On a fait les premiers reportages sur ces gens qui se noyaient dans les détroit de Gibraltar, l'Afrique de l'Ouest, et puis tout ce qu'on sait, l'Afrique de l'Est ensuite. Donc, si vous voulez, ça, c'est devenu un phénomène massif. Mais pourquoi est-ce qu'on délègue, on essaye de déléguer, d'abord à la Libye de Kadhafi, ensuite à la Libye d'aujourd'hui? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Libye qui est chargée de la sécurité, c'est amusant, de la zone méditerranéenne où passent les migrants. Avant, c'était l'Italie. Et en plus, c'est eux qui sont chargés de faire les sauvetages. Vous imaginez ce que c'est un sauvetage de Libyens, de naufragés, de migrants faits par les Libyens. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on a payé? Parce qu'on l'a payé. On a payé les Libyens pour cela. Les passeurs et dans les gouvernements, les ministres qui tiennent les réseaux de passeurs. Mais aussi la Turquie, à qui on a proposé, à qui on a donné 3 milliards de dollars, d'euros, et en même temps, ils ont demandé des visas. Ça, c'est amusant. On empêche les migrants de passer et on obtient des visas pour l'Europe. Donc pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Mais pour les Turcs. Mais pour les Turcs, oui, il ne faut pas mélanger. Oui, ça, c'est effectivement, c'est octobre 2015. Pourquoi c'est l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Moi, je pense qu'il faut quand même voir une chose. Nous ne sommes plus, quand on parle des migrants, dans le rationnel. Tout ce qui est rationnel ne tient pas la route. Nous avons des spécialistes qui peuvent nous expliquer et démontrer, et qui l'ont fait, qui le referont, que évidemment c'est pas la ruée vers le nord, etc., que ce n'est pas une invasion, etc. Peu importe, parce que le problème n'est pas là. L'Europe, ce qui se passe avec les migrants est une faillite historique de l'Europe. L'Europe n'a pas été capable, et on le disait déjà il y a 3 ans quand on parlait de l'Aquarius, l'Europe n'a pas aujourd'hui de discours commun sur les migrants. Et comme elle n'a pas de discours commun, elle n'a pas d'action commune. Et cette faillite est historique, d'abord au niveau intellectuel, parce que ça veut dire que toutes nos valeurs que nous avons vendues pendant très longtemps, les droits de l'homme, à l'étranger, ne sont plus des valeurs qui pour nous sont valables. À partir du moment où on est en dehors de l'Europe, donc c'est des valeurs disons, valeurs marchandes différentes, selon qu'on soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Mais surtout, nous avons décidé, l'Europe a paniqué. Et comme elle a paniqué, elle a essayé d'ignorer le problème. Et puis quand il y a eu cet exode massif pendant 1 an, on a eu 1 million de personnes qui sont arrivées, elle n'a pas réussi à avoir un discours commun et une action commune sur la migration. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a décidé de faire ce que font tous les gouvernements quand ça ne va pas. Elle a décidé d'étouffer le problème. Et pour l'étouffer, pour l'ignorer, il fallait qu'il n'y ait plus de migrants visibles. S'il n'y a plus de migrants visibles, il n'y a plus de problème de migration. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la Turquie de couper l'accès des Syriens à la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux pays du Maghreb de fermer leurs frontières. Et c'est pour ça qu'on a demandé, en les payant aux Libyens, d'empêcher les migrants de passer. Et une fois qu'on a commencé à faire cela, il y avait encore des migrants qui passent. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a décidé de criminaliser les organisations humanitaires, de pourchasser les bateaux qui étaient ceux qui sauvaient les migrants. Et on est passé là d'un paradigme qui est « je me noie, tu te noies, je te tends la main et je te sauve », qui était quelque chose qui était relativement accepté par toute l'Europe, des valeurs, à « tu te noies, si quelqu'un vient te chercher, c'est un criminel ». Donc à partir de là, on a vidé la mer. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne en mer. Nous, quand on était dans l'action l'Aquarius il y a 2 ans et demi, 3 ans, les Sofia, les bateaux militaires, le chef amiral des bateaux militaires Sofia nous avait invités à déjeuner en disant « Vous faites un formidable boulot, venez donc manger à bord ». Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de bateaux. Et vous avez des... il y a quand même eu aussi, entre-temps, un changement de politique en Italie qu'on connaît. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est la conséquence aussi. On a décidé d'ignorer le problème. Donc, on a vidé la mer des gens qui pouvaient être ceux qui secouraient, mais surtout ceux qui étaient témoins. Parce que quand vous êtes témoin, vous parlez. Et quand vous parlez de certaines choses, ça pose problème. Or, pour que le problème des migrants n'existe plus, il fallait à la fois bloquer les accès, vider la mer et empêcher l'information. Ça, c'est la faillite historique de l'Europe. Ça, c'est nous ne voulons plus voir le problème des migrants. Résultat, quand il y a une faillite, cette faillite, elle n'est pas seulement extérieure. Résultat, on a laissé la Grèce et l'Italie pendant de longues années tout seuls face à leurs migrants. On les a laissés et quand les migrants ont commencé à vouloir passer par la France, vers la France, par la frontière, on a bloqué. Notre seule réponse a été de bloquer les frontières. En disant, alors que les Italiens faisaient Mare Nostrum, qui a sauvé quand même 150 000 migrants de l'eau. Qui est une opération qui avait été à l'époque montée par Matteo Renzi, sous Matteo Renzi. C'est une opération de sauvetage où les Italiens tout seuls ont payé les moyens, se sont donné les moyens, ont payé pour aller secourir 150 000 migrants. Et quand ils ont dit, ça fait 3-4 ans que nous faisons ça tout seuls, il faut que vous nous aidiez, on leur a dit, c'est très bien, continuez. Et on s'est accroché à quelque chose qui est capital, c'est le règlement de Dublin qui dit que les migrants doivent rester dans le pays qu'ils touchent. Alors c'est rare qu'ils touchent quand même le Havre ou le Luxembourg ou l'Amsterdam. Ils arrivent en Grèce ou en Turquie. Donc on a laissé la Grèce, et ça c'est capital, et l'Italie face à leurs problèmes. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que si on ne donne pas de réponse, parce que c'est ça le problème, si vous ne donnez pas de réponse politique, si les gouvernements ne disent pas à leur peuple, voilà le problème et voilà ce que nous allons essayer de faire, c'est les populistes qui prennent la parole et qui disent le barbare c'est lui, et c'est lui la source de tous nos maux, c'est Raspail. Et c'est tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on a dit avant. Et les populistes ont eu la parole et les gouvernements sont restés silencieux. Donc ce discours-là s'est emparé de tout. Et résultat, en Italie, j'ai passé 1 an en Italie l'année dernière, j'ai vu comment la population, le raisonnement, la compassion des Italiens s'est effondrée pour laisser place à ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement de la Ligue et Cinque Stelle populiste qui désigne l'ennemi, cause de tous les maux. Ce n'est plus le juif, c'est le migrant. Oui, alors moi, je vais vous faire peut-être sur cette question de circulation. C'est bien d'avoir un coup d'œil derrière l'histoire pas très lointaine, celle que j'ai vécue. Non, mettez-le bien devant la bouche. Donc, histoire, je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est à partir de 86, 88 qu'il y a eu des visas. Alors, c'était quoi les visas à partir de 86 ? Vous déposiez, histoire vécue, hein, je suis quelqu'un de l'autre côté, de la mer, et donc vous déposiez votre passeport le matin, vous le récupériez l'après-midi. Et pourquoi est-ce qu'on avait fait ça ? Parce que c'était les attentats d'extrême gauche et iraniens dans le temps. C'était pour avoir une traçabilité de gens qui rentraient en France. Ce n'était pas du tout pour des questions migratoires. Et avant cela, il y avait une libre circulation. Alors, je vais vous donner un chiffre.
il y avait 1 million d'Algériens par an qui venaient en France. Quand je dis 1 million de personnes, pas de voyageurs, les voyages se comptaient en plusieurs millions. Vous aviez une ville comme Marseille qui vivait du commerce de fourmis. Il y a un tas de gens qui ont fait donc, des travaux sur les entrepreneurs. Belzunce était un quartier super florissant. Et donc, en fait, et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu les attentats, etc., qu'on a instauré les visas. Alors, ces Algériens qui venaient, il y en avait 1 million par an qui venaient, alors il y avait des spectacles choquants. Parfois, ils dormaient dans les jardins et autres. Mais pourquoi ? C'était pour garder le pécule qu'ils ramenaient pour acheter des effets. Et vous saviez, c'était un échange extraordinaire parce que l'immigration algérienne, qui était très ancienne, la plus nombreuse avant qu'il y ait maintenant les Marocains et la plus riche, entre guillemets, elle n'envoyait pas son argent par les banques parce qu'il y avait un système super étatique, etc. En fait, elle les envoyait en produits. Et donc, la France exportait et sa TVA et sa protection sociale et ses produits à travers ces circuits. Et il n'y avait pas de migrants clandestins dans le temps. Les gens venaient, moi-même je faisais partie des gens qui venaient et repartaient, etc., tranquillement, normalement, parce qu'il y avait une circulation. Et c'est à partir du moment où on a instauré justement ces histoires de visa. D'ailleurs, on n'a jamais instauré une restriction migratoire par rapport à un contexte migratoire. 71-72, quand on a arrêté l'immigration, c'était le conflit avec l'Algérie, la nationalisation du pétrole. Pointe à la ligne. Il fallait taper sur les Algériens qui étaient les plus nombreux. 86-88, c'était des considérations sécuritaires, et puis ça a coïncidé avec Schengen, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des migrants clandestins algériens, effectivement. C'est la création, en fait, de cet objet politique, en fait, du migrant. Mais c'est pour dire, sachant que 83, on a eu aussi 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés. Voilà. Non, mais c'est pour dire, j'aime pas les comparaisons. Oui, rapidement, s'il vous plaît. C'est que quand on bloque, ça s'accumule, et puis ça... Voilà, Alors, Isabelle Coutan, justement, j'entendais à l'instant, donc Jean-Paul Maring nous parlait d'invisibilisation. C'est un petit peu aussi ce qu'on a organisé à leur arrivée en fait en France, cette volonté justement de non prise en charge, parce qu'on se souvient peut-être pour la plupart ici des mots comme appel d'air. Il fallait surtout pas créer d'appel d'air, donc il fallait pas permettre justement d'arriver de point d'eau. Par exemple, Gérard Collomb et le ministère de l'Intérieur, la France a été condamnée pour ça. C'était aussi donc la jungle de Calais, et puis la manière aussi dont Damien Carême à Grande-Synthe, qui avait décidé de mettre en place un camp aux normes internationales, qui a été traîné dans la boue presque pour avoir pris cette décision. Est-ce que c'était ça la volonté politique à l'époque ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Est-ce qu'il y a eu une part une volonté d'invisibilisation ou pas ? En 2015, il y avait surtout beaucoup de désorganisation. En fait, les pouvoirs publics se renvoyaient la balle. La ville de Paris renvoyait sur la préfecture, la mairie d'arrondissement sur la mairie centrale, et puis l'État français renvoyait sur l'Europe. Et donc, effectivement, avec en toile de fond l'idée que si on accueillait bien, on allait créer un appel d'air. Donc ça a donné, du coup, aussi toute cette désorganisation, au contraire, une forte visibilité. Et un des enjeux des militants et des soutiens qui sont apparus cette année-là, qui ont été très actifs, qui étaient pour partie des riverains, témoins des campements de rue. Un des enjeux, du coup, à ce moment-là, de tous ces collectifs qui se sont créés, c'était de rendre ces nouveaux arrivants très visibles. La visibilité était un enjeu pour médiatiser la cause. Et donc ce lieu-là, ce squat que moi j'ai étudié, c'était justement un peu c'était un enjeu de rendre visible le non-accueil pour faire évoluer les pouvoirs publics. Et par rapport ce qui était quand même une évolution, par rapport en fait à l'époque où ils squattaient en fait sous le métro aérien. Ah oui, ils avaient quand même un toit en dur. Oui. Alors effectivement, par contre, suite à tous ces mouvements, tous ces campements, par contre, l'enjeu assez vite après au niveau de l'État, ça a été de disperser pour invisibiliser cette question. Et donc 2016, voilà, petit à petit, tous ces campements n'ont plus été du tout tolérés
il y a eu des réorientations sur des centres d'hébergement d'urgence, des choses comme ça. Et après, une part de harcèlement policier. Hein. Et puis, du coup, aussi, des gens qui ont été renvoyés. Et ça a été beaucoup moins visible. Donc, quelque part, tous ces campements et toute cette désorganisation, ça a été un moment de politisation important, 2015. De politisation pour une partie de ces migrants et pour une partie des citoyens ici. Alors aujourd'hui, c'est moins actif et puis effectivement, mais ça a donné lieu à beaucoup. Toute cette année 2015 a donné lieu à toute l'émergence de tout un ensemble d'associations qui, pour le coup, sont aujourd'hui toujours présentes, mais plus sous cette forme aussi radicale que cette année-là. Voilà. Est-ce que vous diriez que ça a polarisé aussi, ça a déstabilisé la vie du quartier ? Alors oui, sur la micro-existence. Alors, ce qui était intéressant, c'était par rapport à cette histoire de tous ces morts, de tous ces flux. Quand c'est loin, finalement, ça dérange plus ou moins, mais on fait avec. Quand c'est en bas de chez soi, on ne peut plus fermer les yeux. Et donc, il y a des réactions diverses. Moi, ce que j'ai observé, effectivement, c'est les tensions que ça a créées, les clivages. J'ai essayé de m'intéresser aussi aux effets politiques. Avec mon questionnement, c'était de savoir si ça allait engendrer une montée localement de l'extrême droite. Donc j'ai étudié un peu les effets de cet événement sur toute l'année qui a suivi, à l'échelle locale. Mais ça a aussi donné lieu à des engagements sur des gens qui n'étaient pas forcément engagés sur cette cause. C'est-à-dire qu'à un moment donné... face à ces hommes essentiellement qui étaient là, qui n'étaient pas accueillis, on peut plus pour une partie des gens, on ne peut plus ne rien faire. Alors c'est pas anodin. J'ai essayé de m'intéresser aux trajectoires des gens qui s'engagent. Ce sont beaucoup des femmes sur ces engagements du quotidien. Et ce sont aussi, plutôt plus des femmes que des hommes, et ce sont aussi des personnes qui, en général, ont des histoires d'exil dans leur propre trajectoire familiale, pas la leur. Pour le coup, inversement, il y a des gens qui ont eux-mêmes vécu l'exil, pour qui c'est trop violent, trop difficile, et qui, du coup, ne supportaient pas cette cohabitation forcée, mais des histoires d'exil à la génération des parents ou des grands-parents. Et donc, dans ce face-à-face, dans ce voisinage imposé, il y a quelque chose de l'histoire familiale qui se réveille et qui fait qu'à un moment donné, les gens s'engagent. Donc je me suis intéressée à cette chose-là. Sur la question après des tensions, des clivages, ce qui était aussi intéressant à observer, c'est que le rejet des migrants, c'est pas forcément de la xénophobie. Ce qui est insupportable, c'est là aussi, ce sont des histoires qui se réveillent. Et donc, il y avait une partie c'est un quartier, le quartier de la Place des Fêtes, c'est un quartier populaire. Il y a 50% de logements sociaux. C'est un quartier multiculturel. Il y a 25% d'immigrés. Et parfois, une partie de cette population immigrée ou issue de l'immigration ne supportait pas cet événement non plus, pour des raisons qui tenaient aussi parfois à la peur du... Bon, ça, c'est des choses qui sont relativement connues en sociologie et en histoire de l'immigration, mais parfois la peur d'être rattaché, assimilé, et la peur du déclassement, ça pouvait être des choses comme ça, ou cette idée aussi que l'autre, en fait, c'est l'inconnu, c'est pas forcément celui qui a une couleur différente. Il y avait un petit garçon du collège qui était venu voir sa prof de français en disant qu'il avait peur, et c'était un petit garçon d'origine subsaharienne, et elle lui disait « mais pourquoi t'as peur ?» Il disait « ils sont pas comme nous, il disait, ils sont pas comme nous. C'est l'autre, c'est l'inconnu. » Et donc, une partie des... Voilà, et ça, c'était une des surprises aussi que j'avais. C'était de ne pas forcément comprendre les raisons qui faisaient le rejet. C'était autant sur les gens qui étaient solidaires des migrants, c'était plutôt les catégories stables du quartier, beaucoup professions intellectuelles et artistiques. Sociologiquement, c'était un groupe assez facile à repérer. Alors, par contre, sur les aides du quotidien, d'apporter à manger, d'apporter des vêtements, ça, c'était tous les milieux sociaux, aussi des gens parfois très démunis, qui venaient avec des plats préparés, des choses comme ça. Les mamans africaines du quartier, on fait beaucoup à manger. Mais par contre, sur la mobilisation un peu, pression sur les pouvoirs publics, ça, c'était plutôt les catégories intellectuelles artistiques du quartier. Par contre, sur les raisons du rejet, j'ai pas réussi à dégager un groupe sociologiquement homogène. Il y avait des raisons. La seule chose que je sentais, c'était des gens qui avaient une forme de fragilité sociale, soit liée à l'âge parfois, à des formes d'isolement, et qui n'avaient pas le même entourage à l'échelle locale. Le groupe, le fait de pouvoir en parler, parce que ce sont
Ça déclenche énormément d'émotions, ce genre de situation. Au début, alors il y avait de la colère, parce que aussi le quartier se sentait abandonné par les pouvoirs publics. C'est un quartier qui est déjà un quartier démuni. Voilà, on a souvent dit, que ce soit la Chapelle ou la Place des Fêtes, qu'on avait été ajouté de la misère à la misère. Et les gens le ressentaient comme ça, pour le coup, tous milieux sociaux confondus. Pourquoi encore ici ? Pourquoi toujours ici ? On a déjà nos problèmes à nous. Puis aussi avec l'argument qui n'était pas justement un argument xénophobe, qui était de dire on a déjà nos familles à intégrer. Justement dans un discours, donc pourquoi encore ici ? En plus, ce bâtiment devait être transformé en médiathèque dans le seul arrondissement de Paris qui n'a pas de médiathèque. Donc c'était un symbole fort sur un lieu aussi stigmatisé que la Place des Fêtes, d'obtenir que la médiathèque soit créée là. Donc un sentiment de mépris, d'abandon très fort au départ. Puis après, il y a d'autres sentiments. Dans ce face-à-face sans institution, ça passe beaucoup par les affects, ce qui peut être problématique, mais la honte aussi, parfois, quand on rentre et qu'on voit l'état d'abandon de ces hommes. Moi, je sais que j'ai eu honte d'être française très fortement à ce moment-là. Et puis après, il y a la rencontre, il y a l'émotion de la rencontre, il y a tout ce qui se vit, tout ce qui se partage. Donc voilà, toutes ces choses qui se passent. Et dans le rejet, en tout cas, il y avait aussi une trop grande, parfois justement, la douleur trop grande. Il y avait un homme, un Guinéen, qui ne pouvait plus vivre dans la partie de son appartement qui donnait sur le bâtiment. Parce que ça le renvoyait aussi à son propre exil et à ce qu'est la douleur de l'exil. Lui, c'est comme ça qu'il en parlait. Donc j'ai fait du coup des séries de portraits sur les gens qui avaient été dans une forme de rejet, où j'essaye de rendre compte de ce rejet sociologiquement en lien avec leur histoire sociale, mais j'ai pas pu la dégager de groupe. Et puis sur les conséquences politiques, donc le quartier est sorti finalement renforcé, alors qu'il y a eu beaucoup de tensions au moment de l'événement, des gens qui se disputaient. Parce qu'au final, les gens ont le sentiment d'être sortis grandis parce que c'est un événement qui, ça a été relativement médiatisé, en tout cas à l'échelle parisienne. Et les gens ont le sentiment que le quartier a su faire face à l'événement. Et ça a aussi recréé du lien social entre les gens. Voilà, il y a des gens qui se sont engagés, qui ont continué à être impliqués. Ça a créé beaucoup de relations entre les associations locales. Et comme ça s'est relativement bien terminé, au sens où, en tout cas, il y a eu une évacuation sans violence, il n'y a pas eu de drame, que le quartier a été parfois cité en exemple. Donc il y a eu quelque chose finalement où le quartier en est sorti relativement grandi, les relations entre associations se sont fortifiées. Et puis, du coup, il y a quand même eu un petit effet au niveau du vote, vraiment sur le secteur concerné, une légère augmentation du vote pour le Front National, mais pas énorme. Et par contre, une forte sanction du Parti socialiste, qui à l'époque était donc le parti qui dirigeait la mairie d'arrondissement, la mairie centrale et puis le gouvernement. Et donc là, sur ce bureau en question, concerné par l'événement, il a obtenu 10 points de moins que dans tous les autres bureaux. Donc il y a eu une forme de sanction du pouvoir en place et aussi un vote qui se redistribuait sur l'extrême gauche et sur les écologistes. Assaf Dada, quand on entend à l'instant Isabelle Coutan, est-ce que vous avez pu voir à peu près les mêmes mécanismes dans des pays, vous avez travaillé donc sur le Liban entre autres, est-ce que c'est à peu près la même chose qu'on peut voir là-bas ou pas ? Cette tentative d'invisibilisation, si tant est qu'on puisse invisibiliser 1,5 million de personnes, cette non-volonté justement de prise en charge politique, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose de strictement européen ou c'est un syndrome beaucoup plus large ? Non, dans le cas libanais, on est dans quelque chose de plus radical. Souvent on dit que le Moyen-Orient c'est un peu autre chose et on n'a pas forcément envie de faire la comparaison, mais d'un certain point de vue le Moyen-Orient c'est un modèle extrême de ce qui se passe aujourd'hui en Europe de façon encore un peu timorée ou modérée. Souvent ce qui se passe là-bas c'est un peu l'horizon très noir qui peut arriver ici si on continue dans ce sens-là. Et par exemple le Liban c'est a développé des systèmes de... Alors au début l'arrivée de la population syrienne, si on se limite à la population syrienne, palestinienne de Syrie et syrienne, il y a eu un accueil dans la plupart des régions, avec un Liban qui est très fragmenté, donc les régions qui étaient dominées plutôt par le Hezbollah, l'accueil était différent, même si c'était aussi, les populations étaient relativement bien accueillies. Et quand on a vu que le conflit en Syrie commençait à durer dans le temps, et que les populations s'installaient dans le temps, alors qu'initialement il y avait quand même une migration de travailleurs syriens, plutôt des hommes qui circulaient, donc qui venaient travailler au Liban, qui retournaient avec l'argent gagné au Liban pour leur famille et développer leurs projets en Syrie. Là, on a une installation, il y a des enfants qui naissent au Liban, et on est passé progressivement d'une situation de tolérance, voire de solidarité, à des situations de rejet, et
Et ce qui a un petit peu fait déborder le vase, c'est notamment le Daesh et la panique en fait, dont a été saisie la population et les autorités libanaises, qui ont développé tout un arsenal qui va du couvre-feu pour les Syriens dans une bonne partie des municipalités libanaises. Donc les populations syriennes ont interdiction de sortir entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Interdiction de se rassembler dans les espaces publics après 10 heures du matin, alors qu'habituellement ils stationnent pour chercher du travail. Donc pas partout, hein, mais dans une partie des territoires. Et puis en 2014, le Liban a fermé sa frontière avec la Syrie. Ensuite, il a imposé un système de visa qui n'existait pas. Donc là, on revient un petit peu à notre discussion précédente. Et on a une invisibilisation de fait de la population syrienne dans une bonne partie des territoires, ou aussi du fait des prix qui sont très exorbitants au Liban. Les Syriens vont chercher des loyers très peu chers. Et ça se trouve en général soit dans les périphéries de Beyrouth, les marges urbaines, que ce soit les camps palestiniens toujours existants, où aujourd'hui on trouve des populations extrêmement mixtes, dont des Palestiniens de Syrie et des Syriens. Donc ils ont été aussi dans des camps palestiniens. Ah oui, aujourd'hui, un camp comme Shatila, qui est symboliquement très fort dans l'histoire palestinienne, aujourd'hui on estime qu'il est occupé entre 25 et 50% par des Palestiniens donc du Liban, et le reste de la population, ce sont la migration mondialisée, des Bangladais, des Éthiopiens, des Philippins, etc. Et on trouve aujourd'hui donc des populations de Syrie qui sont venues notamment du camp de Yarmouk, donc dans la périphérie de Damas. Et là, avec des enjeux qui vont de la fraternité entre populations palestiniennes, donc du Liban et de la Syrie, à des situations de tension où on est dans des situations d'extrême précarité et où l'aide humanitaire à un moment donné a été orientée uniquement vers les Palestiniens et les Syriens, et les Palestiniens du Liban qui se disaient « et nous ?» Et donc là, il y a eu des tensions, ce qui fait que ça a complètement réorienté aussi l'action des institutions internationales et des ONG, qui voient qu'on est dans des situations de précarité généralisée, et donc l'aide commence à se distribuer, y compris aux Palestiniens du Liban et aux Libanais, pour éviter un peu de cristalliser ces enjeux dans un pays qui est complètement déstabilisé et ruiné par les guerres successives et la gabegie des politiques libanais. J'imagine, pour le coup, Ali Benson, à peu près la même chose aussi, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Oui, la même chose partout au Maghreb. Aucun pays n'a octroyé un statut juridique à ces migrants. Et que même l'arrière-pensée... C'est-à-dire il y a cette ambiguïté entre savoir que cette immigration est nécessaire, malgré tout ce que disent en fait les politiques officiellement, pour des pays comme l'Algérie ou la Libye, le Sahara. Donc en fait, il s'agit de compenser des déséquilibres territoriaux, parce que tout vient de ces régions sahariennes, mais ces régions sahariennes sont très peu peuplées, il y a très peu de gens qui veulent y aller. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'année dernière des expulsions massives d'Algériens vers le Niger, la présidente du Croissant Rouge algérien, qui a été plusieurs fois ministre, a eu une sorte de lapsus. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils seraient bien au Sahara algérien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas les expulser d'Algérie, on veut les contenir dans le Sahara algérien, où ils sont effectivement nécessaires. D'ailleurs, dans nécessaire le Sahara... Pourquoi Nécessaire pourquoi? Mais parce que l'essentiel de l'activité économique dans les régions sahariennes, c'est des immigrés. Le travail de l'agriculture, le travail des bâtiments, les services et même l'entrepreneuriat. Parce que là aussi, il faudrait un peu évacuer certaines idées conçues. Dans une ville comme Tamanrasset, vous avez plus d'une centaine de subsahariens entrepreneurs avec des ateliers de construction. Donc eux, ils ont bien un statut? Même pas. Même pas. Alors, le pire, j'allais dire entre guillemets, le pire, c'est le réfugié politique. Alors là, il y a un entêtement à n'absolument pas avoir affaire avec ce type de statut. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à des résonances internes. Comment des pays qui dénient toute liberté politique, toute reconnaissance d'opposition, vont-ils reconnaître un statut à un réfugié politique? La preuve, la Libye de Kadhafi, elle a signé toutes les conventions. Elle en a signé plus que la France, les conventions internationales, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas les appliquer de toute façon. Sauf
la Convention de Genève de 1951, qu'elle aurait pu ne pas appliquer. Et pourtant, il y a eu un bras de fer au point que Kadhafi a renvoyé le HCR de Tripoli. Et pourquoi ? Parce que reconnaître déjà le principe de droit de l'homme, de droit à l'opinion opposée, etc., et ça remet en cause ce type de régime. Par ailleurs, tous ont des bureaux équivalents de l'OFPRA. Et le HCR a finalement réussi à ouvrir des bureaux un peu partout au Maghreb. Mais même quand le HCR octroie le statut de réfugié politique aux migrants subsahariens, l'État national ne lui donne pas l'équipe. Il reste un clandestin. Au mieux, parfois, on ne les expulse pas. Ou alors en Algérie, l'expulsion... Et on va appeler un chat un chat. C'est quoi ça ? C'est du racisme institutionnel ? C'est quoi ? Je reviendrai encore plus avec le... Parce qu'en plus, il y a une véritable xénophobie d'État. L'année dernière, quand il y a eu des expulsions de migrants subsahariens nigériens vers le sud, heureusement, ça a suscité un tollé parmi la population. C'est le Premier ministre qui aurait pu être prétendant présidentiable, le ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, qui ont tenu des propos qui auraient conduit n'importe quel responsable européen devant les tribunaux, à savoir les migrants, c'est le sida, etc., etc., etc. Et le pire, c'est que ça instille dans les populations locales si je peux dire, une surenchère de haine, d'intolérance, si bien qu'il y a des chasses aux immigrés au Maghreb, etc. D'ailleurs, ces mêmes chasses aux immigrés sont prises ensuite comme prétexte par les mêmes pouvoirs pour faire des expulsions massives, surtout qu'en Algérie, pour des raisons alors là très très internes, il y a cette peur de la rue, c'est-à-dire dans ce pouvoir très divisé, avec beaucoup d'incertitudes, une très grande incertitude sur la transition, où les jeux sont à huis clos, la peur qu'il y ait une intrusion de la rue. Et donc, dès qu'il y a le moindre petit incident, mais qui est provoqué par cette xénophobie, je dirais, d'État et institutionnelle, on manu militari dans leur même, on les parque et on les prend. Je reviendrai tout à l'heure. Les incidents sont réguliers, sont assez nombreux. Et juste, j'ajouterai une petite chose. Dans les régions sahariennes, pour aller dans votre sens, ce sont les populations les plus fragiles, celles d'ascendance servile, celles qui sont très marquées négro-africaines, etc., qui souvent, effectivement, marquent le plus de racisme à l'égard de ces migrants subsahariens. Mais je reviendrai tout à l'heure, sans cynisme aucun, ce qui est, je dirais, bon dans ce truc-là, c'est que ça révèle aux sociétés maghrébines leurs propres ambiguïtés, leur propre racisme, etc., qu'on ne peut plus actuellement taire. Jusque-là, tout le rapport se faisait avec l'occidental, qu'on pouvait accuser de tout, etc. Et je vous dis, se retrouver dans la position non confortable du raciste, de celui qui rejette, etc., c'est en train de travailler profondément ces sociétés, mais aussi de cristalliser des sociétés civiles, etc. J'y reviendrai, la question noire, maintenant, est posée positivement par un tas de... etc., à cause justement de ces conflits à l'intérieur donc des sociétés. Je pense notamment à la Tunisie, à le représentant en fait, des Ivoiriens de Tunisie qui a été assassiné en fait, fin décembre, Falikou Koulibaly. Moi, je suis sous le choc. Il y a 3 jours, un étudiant subsaharien a été assassiné à Annaba. Alors, non seulement le crime a été raciste, mais aussi l'absence d'assistance de citoyens qui ont préféré détourner le regard. C'est aussi la lenteur extrêmement calculée des services de sécurité à répondre. C'est aussi l'extrême lenteur des secours et c'est aussi l'absence de soins, pour ne pas dire, dire le refus de soins qui marque en fin de compte à quel point la société... Et puisque je me permettrai sur ça, on ne peut pas ne pas le mettre en miroir avec un autre fait qui a eu lieu il y a très peu de temps, et là, à l'égard d'une Algérienne. Miss Algérie, parce que justement, sa beauté était magnifiée par des traits africains, par une part d'africanité qui est une part essentielle du Maghreb. Justement, elle a été l'objet d'un véritable lynchage raciste. Et c'est pour ça que je dirais qu'en fait, la venue de l'étranger est toujours une bonne nouvelle.
parce qu'elle permet de mettre le doigt justement sur... Parce Alors, qu'on est des sociétés je vais passer la parole à Jean-Paul. Non, mais je crois que, excusez-moi, mais il faut regarder le réel en face. Quand on parle des migrants, il faut éviter le manichéisme. Il n'y a pas de bons migrants, il n'y a pas de mauvais migrants. Ce sont des hommes et des femmes. Il y a parmi eux, il y a des parfaits salauds et des génies. Et que la majorité d'entre eux sont des gens comme normaux, qui rentrent dans la norme, comme nous, comme vous et moi. Pourquoi les migrants dérangent? Ils ne dérangent pas que Porte de la Chapelle, ni en Alger. Tous mes reportages, tout ce que j'ai vu, en tout cas, depuis des années, dans tous les endroits, que ce soit dans la France rurale, que ce soit en Italie, à Milan, à Turin, où vous voulez, en Algérie ou ailleurs, les migrants dérangent. Pourquoi est-ce que les migrants dérangent? Pour une raison très simple, c'est parce qu'ils sont dérangeants. En un mot, quand quelqu'un vous promenez au bord de la Seine, vous entendez « à l'aide, je me noie », vous avez deux façons de réagir. Soit vous vous dites « j'ai un rendez-vous, j'ai un joli costume, je ne sais pas très bien nager et je ne sais pas quoi faire de cette personne-là », et vous détournez le regard et vous continuez votre chemin. Soit vous ne réfléchissez pas ou peu et vous tendez la main pour sortir l'homme de l'eau. Entre les deux attitudes, il y a la différence entre être un homme ou ne pas être un homme. Et les migrants nous posent cette question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des hommes? Et quel genre d'hommes? Est-ce que vous êtes des citoyens? Et quel genre de citoyens? Est-ce que vous êtes des Européens? Et quel genre d'Européens? Oui, mais alors, je vais pas aller dans ton sens, mais prenons par exemple le cas de nos amis hongrois ou polonais, sans vouloir les humilier. Après, c'est plutôt une question de valeur. On est en capacité, nous, ici, en Europe de l'Ouest, parce qu'on a une histoire, en fait, d'ouverture, de cosmopolitisme, parce qu'on a été, effectivement, colonisés et que, de fait, certains sont venus ensuite et que nous sommes aujourd'hui une société la réponse, mixte. la réponse est extrêmement simple. Mais on ne peut pas non plus dire à la place, quand les Polonais ou les Hongrois disent « nous, on veut pas, on veut bien payer, mais on veut pas est-ce à dire en fait que ce sont des sous-hommes? Non, la réponse est simple. Plus on est loin de l'autre, et plus on en a peur, et plus on s'en méfie. C'est dans certains coins perdus de la France où le Front National fait des scores éclatants, on n'a jamais vu un migrant de la vie. Donc plus on est loin de l'autre, plus l'autre est barbare, plus on en a peur. À Lampedusa, où ils voient y arriver des milliers et des milliers et des milliers de migrants, quand vous leur dites vous êtes en colère, oui, nous sommes en colère. Contre les migrants, ah non, les pauvres, mais contre le gouvernement qui ne fait rien pour les sortir. Donc, si vous voulez, les migrants nous dérangent, ils nous posent ces questions. Et effectivement, quand ils s'accumulent dans un pays, et là c'est essentiel, qu'on n'apporte pas de réponse politique à leur arrivée, effectivement, ça se transforme en xénophobie. Les gens commencent au bout d'un moment à perdre leur premier réflexe, qui est celui de la compassion, pour passer à l'hostilité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tant que les gouvernements soit sont hostiles, soit sont comme chez nous inertes, parce qu'il y a une grande différence entre les dirigeants, je dirais non pas d'avant, mais certains dirigeants et d'autres. Avant, quand on a voulu combattre la peine de mort et qu'on l'a interdit l'exécution capitale, la majorité de la France était pour la peine de mort. Sauf qu'il y avait une direction politique qui a été menée par des gens éclairés et qui ont expliqué. Ils ont eu un argument, un propos politique pour leur dire voilà pourquoi il faut. Je veux juste terminer. Voilà pourquoi il faut en finir avec la peine de mort. Aujourd'hui, nous n'avons pas des dirigeants politiques qui montrent le chemin. Ils attendent le résultat des sondages pour savoir ce qu'ils vont faire. Et les sondages, c'est populiste. Il y en a une qui a fait ça. En l'occurrence Angela Merkel, qui a fait Wir schaffen das. On peut le faire. Elle a accueilli. Elle se retrouve aujourd'hui avec 92 députés AfD, donc extrême droite, au Bundestag, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'elle a payé aussi le prix. Est-ce que ça, on ne peut pas aussi l'entendre? Comment fonctionner quand on est politique? Je ne suis pas en train d'excuser, j'explique. Merkel a dit Wir schaffen das, on va y arriver. Elle a parlé d'1 million. C'est considérable, 1 million. C'est-à-dire que dans l'accueil aussi, il doit y avoir une progression. Et puis Merkel, elle a souffert surtout du fait qu'elle était toute seule en Europe pour appliquer cette politique. Si tous les dirigeants politiques, et je ne parle pas d'Orban, en tout cas, avant Salvini, il y avait Renzi, c'était autre chose. Et je ne parle pas des gens qui, comme Orban, sont des anti-immigrants de fond. Si l'Europe politique, si Macron, et si les Espagnols, et si les Hollandais, et si les Belges, et si les Italiens avaient parlé ensemble d'une même voix,
on n'aurait pas eu ces effets de rejet. On n'a rien. Le seul discours qu'on ait, c'est un discours hostile et par inertie et par volonté de ne pas en parler, on laisse ce discours. Résultat, le peuple n'a aucune visibilité, aucun argument, aucune explication. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit que les problèmes s'accumulent? Eh bien, il tourne dans l'hostilité, mais ça, je l'ai vu dans le monde entier. On n'a pas besoin d'aller voir Porte de la Chapelle ou je ne sais où. On peut le voir au Bangladesh, on peut le voir au Liban, on l'a vu dans le monde entier. Et depuis toujours, il faut une politique avec des gens qui parlent, qui montrent le chemin, qui donnent des solutions et qui contingentent le problème. Voilà. Il faut le temps aussi. Peut-être que le temps rendra justice à... Je vous rappelle qu'en 1920, on a lynché 80 Italiens à Sainte-Marie. 80 Italiens, on les a lynchés à mort parce que c'était des barbares qui arrivaient avec une religion bizarre où on voyait des madones avec des cœurs qui saignaient. C'était des barbares. C'était en 1920, c'était des Italiens. Aujourd'hui, le problème, il est différent. L'autre est toujours facteur d'anxiété. Il faut des gens qui montrent le chemin. Il faut une politique d'accueil. Il faut intégrer, parce que si vous intégrez des migrants, vous les retrouvez dans un appartement et au travail. Si vous ne les intégrez pas, vous les retrouvez Porte de la Chapelle. Effectivement, quand tu as 1200 bouts d'un moment, c'est plus supportable. Alors, on va vous passer la parole. Avec le micro, allez. L'Algérie qui renvoie ses migrants, ses populations, pendant la guerre de libération, ont été accueillies et massivement. Dans un pays comme la Tunisie, très petit pays, etc., les Algériens, avec les réfugiés, leur armée, etc., étaient un véritable État dans l'État. Et bon, voilà, ça n'a pas fait, si je peux dire, déraper les choses, parce qu'aussi, il y avait une politique d'accueil en phase avec une politique anticoloniale, etc. etc. Alors, on va prendre plusieurs salves de questions. Madame, ensuite, est-ce que... Monsieur, et on va en prendre une troisième. Les débats sur l'immigration formidable... Mettez bien le micro devant la bouche, madame. Le débat sur l'immigration formidable... Et je voulais, comme c'était fraîchement dit, les Hongrois et les Polonais, ils ont subi, le communisme a subi, entre guillemets, vous voyez. Ils ne voyaient pas des immigrés. C'est pour cette raison, il paraît qu'ils n'ont côtoyé pas cela, ils n'ont pas été habitués. Plusieurs fois, je discute avec des gens de l'Est, ils ont ça, c'est comme réflexe. Et pour les Africains, pour les Marocains, et comme les médias, ils montent la tête à tous, c'est quand même incroyable. Tous les problèmes viennent d'ici, parce qu'ils ont peur le Front National, ils ont peur le populisme excessif, et le mépris, le rejet, ça vient après. Forcément, ils ne côtoient pas cela. Il y a tellement de problèmes qui se font, parce qu'ils arrivent à ceci, cela, et les médias, ils font un sale boulot. Ça on peut en parler, effectivement. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Le micro arrive. Là, en jaune. Oui, moi, c'est à partir d'observations que je peux avoir, ou une des idées que j'en ai, en tout cas. J'ai l'impression, on a délégué aux Libyens cette tâche de juguler les entrées subsahariennes passant par leur territoire. Et il semble bien, d'après ce que j'ai pu lire, que certains jours, ils sont sous l'uniforme de garde-côtes, avec des pratiques qui sont assez criminelles, et pas de sauveteurs, et de l'autre jour, ils sont éventuellement dans les gangs criminels. Je pense que ce sera apparemment un peu les mêmes, à un certain moment en tout cas. Bon. Donc on pourrait dire qu'il y aurait une sorte d'alliance, de délégation faite à des gangs criminels ou des pouvoirs publics criminels pour régler la question. Bon, quand je vois par exemple, et apparemment ça avait été à peu près résolu, et c'est légitime aussi, qu'on cherche à assurer la libre circulation des marchandises contre les pirates, eh bien on envoie, quelques pays au moins se coalisent pour envoyer des navires de marine nationale, donc équipés pour ce genre de tâches, avec les commandos nécessaires, et utilisent la force qu'il convient pour lutter contre ça. Quand l'Aquarius est menacé par des gens en armes, donc sous uniforme ou pas, je ne sais pas trop, de garde-côte, il est démuni et il est contraint, il peut dénoncer effectivement les choses, mais il ne peut pas réagir contre des hommes en armes qui prétendent ramener les immigrés, les refouler vers la Libye. Et moi, ça me fait penser, j'en reste là, j'ai l'impression que nos sociétés sont très fortes pour déléguer des choses qui les gênent beaucoup, mais qui en même temps sont des choses qui les arrangent, dont ils ont besoin. Il y a un marché de consommateurs de drogue en Occident. Bien entendu, on poursuit jusqu'à un certain point les trafiquants de drogue. Il faut bien amener à produire et amener la drogue dans les pays de consommation. Donc on laisse les gangs criminels agir. On les réprime un peu au moins pour la galerie. Et pour la prostitution, c'est la même chose.
On laisse effectivement des criminels condamnés à la prostitution. Donc pour être clair, selon vous, tout ceci est en fait une grande mascarade. Eh ben, je dirais que c'est, oui, de l'hypocrisie des sociétés, d'une certaine façon. Écoutez, pendant longtemps, à l'époque médiévale, l'Église avait horreur du sang. Elle ne le condamnait pas à mort, mais elle transmettait par un artifice juridique qui était tout à fait admis au pouvoir royal le soin de condamner à mort et de mettre à mort. Mais elle n'avait pas de sang sur les mains. C'est la même chose. Mmh. Alors, mademoiselle, super. Il y en a d'autres ou pas? Et mademoiselle après, voilà. Oui, on va en faire plusieurs. Bonsoir, je suis italienne, donc je suis vraiment désolée pour mon français. Mais en fait, il est parfait, votre français. Je pense qu'on a oublié, de parler de la façon des problèmes humanitaires aussi en Europe. Moi, j'ai été à faire du bénévolat à Samos, qui c'est une île grecque où il y a 4000 réfugiés qui sont bloqués sur l'île. Et les camps pourraient justement hospiter juste 600 réfugiés. Et là-bas, quand je suis arrivée, la situation est vraiment la pire du pire. Et je me suis souvenue des photos de Salgado au Rwanda au moment des génocides. La situation est terrible. Et donc, je vous demande comment, selon vous, on peut intégrer la question des problèmes humanitaires dans les débats politiques, parce que moi, dès que je suis retournée ici, c'est vraiment difficile de sensibiliser les personnes sur ces aspects-là. Et il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir dans les îles grecques et on ne sait jamais. Attends, on va prendre la demoiselle devant. Et ensuite, oui, on fait encore une question et ensuite on répond en salle. Oui, bonjour. J'aimerais juste que vous réagissiez à une question. Récemment, on a vu dans l'actualité, il y a la question italienne et française. Certains élus italiens ont clairement accusé la France de causer l'immigration subsaharienne à cause du front France-Afrique. Jusqu'à quel point pensez-vous que la question migratoire peut-elle diviser, disons, pas seulement politiquement, mais aussi, ça a l'air d'être très fort ce qui se passe entre la France et l'Italie. Jusqu'à quel point pensez-vous que la question de l'immigration peut-elle diviser les Européens, les États? Et est-ce que vous pensez que l'Italie est en train de faire... Est-ce que vous pensez que l'Italie est en train de faire payer la France et l'Europe le fait que personne ne l'a aidé, justement? Ouais. Voilà. Alors, oui, si je peux répondre. Sur la première question, c'est très simple. Un problème comme le problème de la migration, qui est une faillite historique de l'Europe, veut dire que ça se retourne contre l'Europe et ça peut fracturer de façon très grave. Ça peut être un début de décadence de l'Europe qui n'a pas su assumer un problème et qui est en train de voir toutes les conséquences. Pour ce que vous disiez, mademoiselle, la question, comment on peut intégrer ça? Il y a une chose qui est, à mon avis, capitale et qui n'est pas encore passée dans l'opinion. Puisque le populisme a réussi à monopoliser une partie du débat sur les migrants, mais puisque aussi une partie non négligeable de la population française n'est pas d'accord avec cette forme de populisme, il faut une chose importante et capitale, c'est que les gens prennent la parole. Pour l'instant, ceux qui ne sont pas opposés aux migrants, qui n'ont pas la vision d'extrême droite des migrants, ne parlent pas. Résultat, nous avons soit le silence du gouvernement, soit les propos populistes ou d'extrême droite. Et si la population française ne dit pas... Il ne s'agit pas d'avoir des discours politiques très, très, très sophistiqués, ou des discours, je dirais, très spécialisés et très savants. Il s'agit de dire on n'est pas d'accord. On dit souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour les migrants? La première chose, c'est de prendre la parole et de dire nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne savons pas tout, mais nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe. Voilà comment... Et si cette partie de la population prenait la parole, elle se transformerait non plus en citoyen lambda silencieux, mais comme électeur. Et là, les politiques entendraient. Parce que pour l'instant, les politiques n'entendent pas
le discours, ils n'entendent qu'un discours, c'est celui des populistes. Et donc, ça les pousse à se refermer davantage, à se protéger. Tout le monde a peur. En Pologne, ici, en Italie, en France, en Espagne, on a tous peur du populisme. Mais si la population et l'association, tout ce qui est en train de se faire peu à peu, si on prend la parole, on peut politiquement faire reculer le gouvernement, en tout cas faire prendre en compte le problème des migrants. Et ça, c'est absolument capital. Pour l'instant, nous en sommes dans le silence, dans l'ignorance, dans l'invisibilité des migrants, et donc dans un discours qui n'a plus rien de rationnel et qui est un discours d'extrême droite. Voilà où nous en sommes. Alors, je vais vous donner la parole. Non, mais d'abord, je voudrais que... Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Madame sur l'aspect, justement, de tous ces pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale qui n'ont pas reçu, en fait, de migrants? Est-ce que le fait de n'avoir pas eu cette histoire qu'a eu l'Europe de l'Ouest peut être aussi une explication ou pas, selon vous? Je connais pas bien l'Europe de l'Est, mais... Là où je me posais la question, c'est est-ce que véritablement le rapport à l'altérité n'existait pas en Europe de l'Est? Oui, mais par exemple, si je prends l'exemple du Liban ou d'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'étudiants centrafricains, camerounais, libanais, syriens qui allaient étudier à Budapest, à Bucarest, à Moscou ou ailleurs. Et les circulations à l'intérieur même de l'Europe de l'Est, et avec la Russie ou ailleurs, existaient aussi. Donc le rapport à l'altérité était déjà là. Oui, mais juste là où moi, ça me renvoie juste à une question par rapport à la représentation du migrant tel qu'on en parle depuis tout à l'heure. On est quand même dans une image de la personne en migration qui, malgré le fait que ce soit des personnes qui ont un bagage avec elles, culturel, qui sont instruites, qui ont du capital social, économique aussi, on reste quand même dans l'image de populations pauvres. Quand elles arrivent, elles sont dans des situations de détresse. À côté de ça, on est en train de complètement d'occulter une planète où il n'y a jamais eu autant de mobilité de personnes, mais celles qu'on accepte, et celles qui passent relativement tranquillement, ce sont les personnes qui ont beaucoup d'argent. Ceux qu'on appelle les expats. Expats ou pas expats, les touristes, etc. Et j'ai l'impression que la migration est aussi révélateur des inégalités sociales croissantes au sein du monde. Donc on est aussi un peu dans une stéréotypisation de la migration et des migrants tels qu'on en parle depuis tout à l'heure. Si je reprends le cas du Liban, les Syriens de la bourgeoisie damascène ou alépine ou d'autres n'ont jamais eu de problème pour circuler. Ils ont toujours été acceptés par les bourgeoisies beyroutines ou d'autres. C'est le même monde social. Là où on commence à avoir un choc, c'est quand il y a aussi un gap social entre les populations. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans le monde. Donc c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, je pense, dans le rapport à l'altérité. C'est cet aspect social aussi qui est très fort. Alors, vas-y, prends le micro, vas-y. Oui. Rapidement. Ouais. Je vais essayer. Je crois que le problème est éternel. Je crois que ce qui change, c'est notre réaction, comme je le disais tout à l'heure, c'est qui sommes-nous. Je vous lis rapidement un texte. Nous arrivâmes à la nage peu nombreux sur vos rivages. Mais quel genre d'homme êtes-vous donc? Quelle patrie permet une façon d'agir si barbare qui refuse l'hospitalité sur le sable de la plage? Qui nous interdit de poser le pied sur la terre si proche? Si vous ne respectez pas le genre humain et la fraternité de nos bras mortels, sachez que les dieux se souviennent des actes justes et injustes, du bien et du mal. Ça a été écrit par un ancêtre de Salvini qui s'appelle Virgile. Allez. Oui, moi, je partage entièrement le point de vue de la dame, puisque j'ai vécu en Allemagne. Et effectivement, il y a une fracture, en fait, entre les deux Allemagnes. Et alors, c'est vrai qu'il y a ces étudiants étrangers qui étaient... Mais en fait, ça touchait un petit milieu. Et ce qu'on pouvait reconnaître aux Allemands de l'Est, leurs intellectuels avaient une très grande culture qui n'avait rien à voir avec la culture utilitariste des Allemands de l'Ouest. Et effectivement, cette minorité-là était un peu... Mais, si je peux dire, la masse de la population qui, non seulement n'a pas été, si je peux dire, confrontée à la diversité, au cosmopolitisme, mais auquel on a imposé certaines valeurs humanistes de façon bureaucratique et qui les a vomies. Bien sûr qu'il y avait des partis internationalistes, humanistes, etc., mais c'était par l'autoritarisme, la bureaucratie et surtout le contre-exemple du vécu, c'est-à-dire la corruption, etc., etc. Et donc, c'est vrai, tout ce discours internationaliste leur sortait
par le nez. C'est un peu, oui, j'allais dire, oui, c'était aussi du populisme, en fait. Et le populisme, il naît aussi de cette désertification politique et idéologique. Et donc, effectivement, il y avait cette fracture au sein de ces sociétés entre les quelques intellectuels qui ont connu des intellectuels du tiers-monde, etc., et qui eux-mêmes ont assez de valeur, assez de culture pour saisir ça, et la masse de la population. Maintenant, sur ce qui est... il y a une chose qui me hérisse, la question des passeurs. Mais même quand il y en a, ce n'est pas les passeurs qui font les migrants, c'est quand il n'y a pas de passeurs, c'est les migrants qui créent les passeurs. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a un mouvement migratoire et qui va se créer ses propres structures. Je l'ai vu au Sahara où c'était moins dramatisé, où c'était moins surveillé. Ce sont souvent d'anciens migrants qui organisent. C'est un service comme n'importe quel autre. Mais exactement. Non, mais je parle sans dérision. Et plus on le criminalise, et plus il se mafiatise, si je peux utiliser ce terme-là. Et là où je suis d'accord avec monsieur, si je prends le cas de la Libye, c'est que, en fait, les pays européens sont en train de déstabiliser encore plus ce pays qui n'arrive même pas à avoir un État et auquel on donne la responsabilité donc de freiner des flux migratoires, mais on déstabilise ce gouvernement, on le corrompt et on lui fait faire des choses absolument terribles. Et j'ai eu une petite expérience, mais je ne peux pas vous la dire. Comment l'Europe est en train de brader de l'argent avec des ONG, des experts, n'importe comment, etc., ne serait-ce que pour s'acquitter de... Je vais vous dire une chose. J'ai été contacté par une ONG qui a eu le marché de l'Europe pour la gestion de la question migratoire en Libye. On m'appelle, voilà, on a besoin de vous pendant 3 mois, vous allez pendant 10 jours interroger le gouvernement libyen et pendant 10 jours, vous allez rédiger 4 000 euros pendant 3 mois. Et alors, je leur dis, mais le gouvernement n'existe pas, posons-nous les questions autrement. Non, et j'ai coupé. Et ça, parmi ces gens-là, personne n'a jamais mis les pieds en Libye, n'ira en Libye, etc. Et ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les États-nations ont abandonné la souveraineté de la détermination des stratégies qui passent par la libéralisation. L'Europe soumet des projets. Nous, on est incapable de les avoir, ce type de projet, parce qu'il faut des petits professionnels qui savent monter des trucs. Des appels à projets, effectivement. Des petits bureaux d'études, etc. Et l'Europe, elle aura fait son travail avec un gouvernement fantôme qui n'existe pas. Et voilà comment on est en train de compliquer encore plus la situation. Et au-delà de la Libye, en fait, aujourd'hui, on parle de la possibilité de conditionner en fait l'aide au développement pour tous les autres pays, en fait, mais ça, pour la gestion des flux. C'est depuis les années 2000, en fait, que c'est fini. Vous voulez de l'aide, il faut montrer patte blanche. Et d'ailleurs, les gens, pour se valoriser, ils montrent combien de migrants ils ont refoulés. Alors, je voudrais quand même qu'on entende Isabelle Coutan, parce que dans ce que disait Madame... Non, mais je vais vous redonner la parole, mais on va terminer, parce que vous évoquiez en fait la question des médias. Est-ce que, du coup, vous disiez tout à l'heure que sur la question du lycée, il y a eu quand même un gros focus médiatique. Comment est-ce qu'on gère et comment... alors, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir un focus médiatique parce que ça permet d'interpeller l'agenda politique. Mais au-delà, Asaf le disait tout à l'heure, il y a aussi la question de l'image qu'on renvoie. Comment est-ce qu'on joue avec ça ? Sur ce qui s'est passé dans le quartier, il y avait un enjeu effectivement. Alors de la part des militants extérieurs qui étaient en soutien, il y avait un enjeu à contrôler l'image du lieu. Donc il y avait un enjeu à maîtriser l'image que les médias allaient en donner. À l'échelle du quartier, il y avait un enjeu à ce qu'on parle de ce qui se passait dans le quartier pour que le quartier ne soit pas seul face à ce qui se passait. Donc voilà, chacun essaye effectivement d'interpeller à son avantage les médias. Mais que diriez-vous de la couverture médiatique de cet événement ? À l'époque, en tout cas, c'est aussi le moment de la mort du petit Elan. Donc c'est aussi un moment quand même de compassion, de tournant. C'est le positionnement de Merkel pour l'ouverture. Donc c'est un petit moment où il y avait quand même en Europe un espoir de compassion. Donc les médias, dans ce moment-là, en tout cas, étaient plutôt aussi sur
un discours d'ouverture, bienveillance. d'accueil et de bienveillance. Mais ce que je voulais dire sur l'importance du discours à tenir, parce que même si c'est une toute petite histoire, il y a des leçons à en tirer. Aussi parce qu'elle s'est plutôt bien terminée. Aujourd'hui, il y a un centre d'hébergement d'urgence. Alors, il ne va sans doute pas persister parce qu'il y a un vrai enjeu quand même peut-être aussi à ce que cette médiathèque existe. Mais depuis 2016, c'est plus un squat. Ça a été évacué parce que c'était ingérable. Mais il y a 150 demandeurs d'asile dans ce centre d'hébergement d'urgence qui est géré par Emmaüs. Et il n'y a pas de problème, il y a plus de problème dans le quartier. C'est-à-dire que ce centre d'hébergement d'urgence est relativement bien accepté. Et parce qu'il y a un accueil, parce que voilà, c'est pris en charge. Et il y a d'ailleurs des liens qui se font avec le quartier. Il y a des activités ouvertes aux habitants. Non, mais le problème, c'est déplacé notamment sur le canal. Oui, sur non, mais ce que je veux dire, c'est en termes, les gens qui avaient été dans le rejet ne le sont pas parce que maintenant, c'est pris en charge. Il y a un vrai accueil. Et puis par ailleurs, en 2016 aussi, au moment où on a réparti justement les gens de Calais ou des campements dans différents centres d'accueil en province, les médias faisaient part des tensions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces reportages où dans les villages ou dans les petites villes, il y avait les pour et les contre. On n'en parle plus parce qu'en fait, ça s'est bien passé. Parce que la population, une fois que la rencontre a lieu, et c'est vrai que l'arrivée de l'étranger, c'est toujours une intrusion. C'est une intrusion. Mais après, dans le dernier livre de Michel Agier, il cite un philosophe, Jean-Luc Nancy, qui est un spécialiste des questions migratoires. Et qui fait le lien, tout un parallèle entre sa grève du cœur et la question de l'arrivée d'un étranger. Et donc, c'est un corps étranger. C'est une intrusion. Et ça ne se passe pas toujours facilement et pas toujours bien. Le corps peut rejeter. Et au bout d'un moment, il termine, ce philosophe, en disant « La greffe a pris et je suis à la fois moi et un autre ». Et je trouve que ce parallèle est quand même très éclairant. Et donc aussi, ce qui s'est passé dans tous ces lieux où il y a eu des centres d'accueil plus ou moins imposés aux populations, aujourd'hui, voilà, on n'en parle plus parce qu'en fait, et les médias n'en parlent plus parce qu'en fait, ça se passe bien. Et sur la situation de l'Allemagne, quand même, ce qu'il faut noter, il y a effectivement cette montée de l'extrême droite, mais c'est dans l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est pas forcément là où sont non plus les migrants. Et c'est une réaction aussi de la part de populations sociales, de populations qui sont en difficulté économique et sociale. Donc par contre, moi je pense que c'est une des conclusions de l'ouvrage. C'est vrai qu'on a oublié la déstructuration industrielle de ces pays-là. Et donc c'est complexe. C'est pas tellement là où sont les migrants en fait qu'il y a la montée de l'extrême droite en Allemagne. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de tenir ensemble un discours d'accueil. Et je pense que c'est important de tenir le plus possible. Il faut le tenir. Ce qui fait aussi que dans le quartier, ça s'est relativement bien passé, c'est que le proviseur du collège qui faisait face à 2 mètres a eu un discours d'accueil pour rassurer aussi les parents. Il a dit: nous avons des nouveaux voisins qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Nous leur devons accueil. Et il y a eu un discours du politiquement correct qui s'est tenu, qui a permis de maîtriser aussi un peu les discours de haine. Et tout le groupe aussi de voisins qui s'est mobilisé un peu en solidarité faisait un travail de déconstruction des rumeurs, de déconstruction des fantasmes, de contrôle de l'information pour éviter que la peur et la haine prennent trop de place. Et je pense que ça a été une des leçons aussi, c'est qu'il y a eu ces gens qui se sont posés pour dire nous, on accueille et on doit accueillir. Et donc il y a ce discours-là qui s'est tenu. Et on voit à quel point en fait cette action citoyenne du coup a permis cette intégration entre guillemets, cette inclusion. Et le fait que ça a plutôt bien fonctionné. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus un problème. Ouais. Monsieur, vous aurez le mot de la fin. Enfin, vous allez avoir une... Ouais, ça finit à 19h, oui. On va prendre une dernière question. Vous vouliez pas poser une question ? Non, c'est juste des informations. Mais prenez le micro, monsieur. Et ensuite, il y a monsieur, voilà. Et madame au fond. Mais alors, allez, on a 6 minutes, il va falloir être très, très rapide. Je précise juste un point, c'est que ces mouvements migratoires au Maghreb mettent à l'épreuve l'état de droit. La question... qui est posée. Les choses sont avancées, par exemple en Tunisie, sur certaines lois contre le racisme et tout. Mais il y a autre chose. Dans le dernier forum social maghrébin de Marrakech, certaines associations subsahariennes ont proposé, ça va être une des thématiques de travail, c'est qu'il y ait des centres de formation à la migration. C'est-à-dire prendre en charge, à défaut des politiques nationales de migration, prendre en charge comment se protéger, comment, y compris nager, comment faire des choses, etc.
Sérieusement. C'est vraiment des mises en forme. Il y a aussi des initiatives. Par exemple, je cite le cas de l'organisation syndicale ODT au Maroc, qui ont permis à ce qu'il y ait des subsahariens qui s'organisent d'une façon autonome de leur organisation. J'attire l'attention aussi en Tunisie, où l'UGTT traite avec la CGL sur le passage de certains ouvriers saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement associatif et syndical au Maghreb dont l'émigration fait partie. Imaginez ici la CGT et la CFDT prendre en charge la question de l'émigration. Hors de question. Ils sont absents. Non, mais c'est dramatique, cette absence-là. Même pour mettre des quotas ou ce qu'on veut. Mais ils sont absents totalement. Et après, on se plaint qu'ils viennent faire baisser les salaires des ouvriers, etc. Merci, etc. monsieur. Alors, on va prendre monsieur et madame au fond. Ouais. Merci pour ces interventions. Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une politique migratoire à deux vitesses? Parce que moi, je vois toute une société moyenne, mondiale, comme disait monsieur. Enfin, les jeunes maghrébins qui sont à Paris, qui bossent avec 3000 balles par mois. Enfin, aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont en pléthore, mais voilà, vous marchez à la Défense, vous entendez Tunisiens tous les mètres, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une politique migratoire à deux vitesses, dans le sens où on va prendre les cerveaux, enfin les compétences, exactement. Et de l'autre, on va se servir, de rejet de l'autre pour justifier des politiques néolibérales de baisse des dépenses publiques, etc. Merci beaucoup. Et madame au fond. Non, madame au fond, ouais, là-bas. Bon, et on aura des réponses courtes. C'est juste pour savoir quel est votre point de vue par rapport au commerce des armes et les conséquences sur la migration. Parce que quand même, la migration, on a parlé des inégalités, des injustices, des pays qui sont ruinés par des choix aussi au niveau du commerce international, etc. Et puis il y a le commerce des armes, parce que quand même, on est un gros fournisseur d'armes au monde entier. Et qu'est-ce que vous pensez c'est ça le... Merci beaucoup. Eh ben, on va vous répondre. Alors, on va vous répondre très vite, parce qu'il ne nous reste plus... Ouais, mais très rapidement. Mais justement, alors, c'est lequel bon micro. Effectivement, donc on n'a pas eu le temps d'aborder cela, mais que, si je peux dire, cette intrusion des migrants subsahariens est devenue un catalyseur de société civile qui se solidarise et qui repose la question de la démocratie et des droits de l'homme. Pardon, madame, s'il vous plaît. De façon plus... Madame, de façon plus originale, c'est-à-dire les débats politiques sur la démocratie, etc., sont tellement enquistés que là, les étrangers viennent et les posent d'une autre façon qu'on ne peut pas nier. Et effectivement, je vais donner un exemple. Tous les mouvements de protestation du printemps arabe ont été aussi initiés par des collectifs qui s'étaient déjà formés à la défense des migrants subsahariens. Et si je prends le cas du Maroc, il y a une loi, parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire, il y a une loi quand même, la seule qui a régularisé les migrants subsahariens, c'était la conjonction entre des groupes, je dirais à la base, le mouvement du 20 février, etc., et aussi une partie des gens proches du Merzen qui ont fait leurs armes ici, dans les migrations, et qui ne pouvaient pas tolérer cet écart entre le traitement des subsahariens dans leur pays d'origine et les revendications des immigrants ici. Ce sont ceux-là qui ont fait pression pour qu'effectivement il y ait une loi qui, bon, on n'a pas le temps, qui d'ailleurs a correspondu à des intérêts géopolitiques de l'État marocain, parce qu'elle huilait tous ses rapports avec cette Afrique de l'Ouest dont il avait besoin politiquement, mais c'est aussi le seul endroit où le Maroc a des échanges en croissance et qui sont positifs et qui devraient montrer l'exemple finalement aux autres pays, parce qu'on tourne le dos à l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Jean-Paul. Non ? Sur les ventes d'armes non plus ? C'était... Les ventes d'armes, écoutez, on ne peut pas parler des ventes d'armes en 30 non, c'est secondes. Vrai, c'est vrai. Mais on va ouvrir. Je suis désolé, il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler en 30 secondes comme ça. Les ventes d'armes, ça domesticerait presque un débat en soi. Ouais, c'est un débat en soi. Un débat en soi, simplement. Voilà, donc je préfère laisser... Alors, un mot de la fin. Mot de la fin. J'aimerais bien que ce soit la fin. Non, mais c'est que le début.
Je crois, je citais Virgile tout à l'heure, ça semble un peu extraterrestre, mais je ne crois pas. Je crois que vraiment les migrants nous posent cette question, et on l'a dit, à tous les niveaux, social, politique, etc. Qui êtes-vous ? Et nous sommes, en ce moment, nous devons nous poser cette question, qui sommes-nous ? Aujourd'hui, en France, en Italie, en Hongrie et dans d'autres endroits, nous sommes en régression. C'est une régression intellectuelle, c'est une régression spirituelle, c'est une régression politique. Et si l'Europe, si nous, hommes, citoyens européens, nous n'arrivons pas à sortir de cette régression, il faut la crier haut et fort, parce qu'un jour, il faut dire haut et fort que nous ne sommes pas d'accord, il faut dire pourquoi. Parce qu'un jour, il faudra répondre. Nos enfants viendront poser cette question. Qu'est-ce qu'on va leur répondre à nos enfants qui nous diront « Les gens se noyaient et vous n'avez rien fait ». Pourquoi ? C'est nous qui devons nous poser cette question aujourd'hui. Merci beaucoup. Assad Dada, est-ce que vous souhaitez répondre à monsieur sur ces accents tunisiens qu'on entend à la Défense ? Non, juste par rapport à la question des armes, je vous invite à lire l'ouvrage de Claire Rodier qui s'appelle Xénophobia Business, où elle montre très très bien comment est-ce que le contrôle des migrations, la répression des migrations devient un business extrêmement juteux pour des industries qui sont dans le commerce des armes, notamment par exemple Airbus ou d'autres, ou des industries israéliennes ou nord-américaines. Et voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce que la criminalisation de la migration crée un business très juteux pour des entreprises qui habituellement fonctionnent avec la guerre et qui aujourd'hui n'ont pas assez de guerre pour pouvoir alimenter leur fonds de commerce. Et ça renvoie à l'autre question que la demoiselle posait sur l'île de Samos, c'est la question de l'humanitaire. Moi, ce qui je trouve assez étonnant aussi, c'est qu'en Europe, on finit comme au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'avec un développement de systèmes très sécuritaires, très militarisés, et qui génèrent des situations d'humanitarisation, c'est-à-dire d'urgence permanente avec des camps qui sont initialement faits pour 600 personnes et duraient 6 mois. On se retrouve avec 10 000 personnes, ça dure 4 ans. Les camps palestiniens, ça fait 72 ans qu'ils sont là, qui étaient prévus pour quelques personnes, et aujourd'hui, il y a 20 000 personnes à Shatila, par exemple. Donc, on est aussi dans ces logiques-là, et on pousse dans les groupes militants, les associations dans leur retranchement, ce qui est initialement le devoir des États de garantir l'accueil et la bonne intégration des populations qui viennent. Donc là, on est aussi dans une menace de l'état de droit. C'est pas qu'au Maghreb, on est dans une menace de l'état de droit en permanence en Europe aujourd'hui. Et je pense que de ce point de vue-là, la France n'est pas du tout inerte. L'action de la police aux frontières pourrait largement être remise en cause et par un système judiciaire qui là devrait fonctionner normalement, mais qui ne fonctionne pas normalement. Et là, la question par rapport à la question migratoire à multiples vitesses, je pense que la dernière volonté de M. Philippe de vouloir instaurer des frais d'inscription pour les étrangers augmentés à 2 700 et 3 700 euros, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans une logique sélective où on va virer les Africains subsahariens qui sont de très bons étudiants mais qui n'ont pas assez d'argent pour prendre ceux qui ont du fric, qui sont peut-être bien plus mauvais, mais parce qu'ils sont fils de ministres, ils pourront arriver ici. Donc on va dans ce sens-là. Alors, on va saluer Jean-Paul Marie, mais je vais donner la parole à Isabelle Coutan qui aura le mot de la fin. À bientôt, Jean-Paul. Merci. Vous allez quand même dire Vous aurez le mot de la fin, même si vous ne souhaitez pas forcément répondre à une question en particulier. Non, je voulais revenir quand même sur quelque chose qui me semble important et qui rejoint cette peur aussi, de cette peur en fait, qu'on a de la montée des populismes et de l'extrême droite et qui du coup est utilisée pour freiner l'accueil, en tout cas qui est utilisée pour les politiques dans cette perspective. Je pense que c'est important d'avoir ensemble le discours d'accueil et le discours de lutte contre les inégalités, parce qu'effectivement, le cas de l'Allemagne, c'est ça, c'est cette Allemagne de l'Est qui souffre, qui est en train de voter extrême droite, alors que c'est pas forcément sur cette question des migrations en fait. Tout est troublé. Mais je pense que ça rejoint ce problème des inégalités à l'échelle mondiale. Mais je pense que en fait cette question-là, il y a un discours d'accueil à tenir, mais il y a aussi, il me semble, à articuler avec cette question d'une lutte contre les inégalités socio-économiques.
Et on le voit d'ailleurs en ce moment avec le grand débat national et les gilets jaunes, on voit à quel point en fait la question, c'est plutôt la question sociale et pas forcément la question migratoire, même si contre toute attente elle a été portée au grand débat. Merci à tous, merci de l'intérêt que vous avez porté à ce débat et à très bientôt.